un début. Ce qu'on voudrait, c'est que, à travers des contacts, on puisse avoir par la suite d'autres ateliers, un groupe de travail, etc. Donc, restons en contact le plus possible, aussi bien les collègues d'ici, on s'était déjà vus avant, que d'autres qui nous rejoignent maintenant. Et je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux ici. Alors, un petit mot sur le titre suivant, la découverte samoane des Papalangui, la récurrence des malentendus européennes, etc., etc. Toujours sur ce thème violence. Le cas samoan m'avait intéressé. Alors, je ne vais pas le résumer parce que vraiment là, c'est publié en détail. Un livre écrit en anglais, mais qui est accessible en ligne à l'Australian University Press, qui s'appelle First Contact in Polynesia, The Samoan Case. Alors bon, il n'est pas traduit encore en français, mais il est accessible en ligne avec tous les détails des textes. On a moins de textes que dans les grandes visites à Tahiti ou à Cook, ou à Hawaï avec Cook, mais on en a quelques-uns quand même. D'autre part, je voulais juste revenir sur le fait que Diego n'a pas beaucoup eu le temps d'en parler, mais pour le cas Rapa Nui, vous voyez à quel point c'est important qu'on fouille les sources. On connaissait 2 textes, maintenant on en a 4. Donc si je ne me trompe pas, ce récit du matelot anonyme, il n'a pas été travaillé jusqu'à présent. Voilà, bon, donc il y a beaucoup à faire. Et comme je disais, pareil aussi tout à l'heure pour les sources espagnoles. Alors, ce qui m'intéressait sur les questions de violence, d'une part, pour Tahiti, mais là je ne veux pas y revenir parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler, enfin que je n'ai pas assez travaillé, mais on a tellement parlé de Bougainville. Bon, moi j'avais écrit un certain nombre de choses pour en finir un petit peu avec le mythe tahitien, Jardin d'Éden, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse surtout du point de vue violence dans la visite de Bougainville à Tahiti, c'est que l'attitude spontanément, d'après Bougainville, comme ils sont pacifiques et ils nous donnent des cadeaux, nourriture, tissus, mais également toute cette grande illusion de faire venir au devant des Français et des Anglais des jeunes femmes. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu auparavant? Il y a eu Wallis. Ça fait quand même pas très longtemps, et vous pouvez le voir sur le site Pacific Encounters, que grâce à Dame Anne Salmon, la grande historienne de Nouvelle-Zélande, nous avons la transcription mot par mot du manuscrit du journal de Wallis. Parce que jusqu'à présent, on n'avait que l'édition officielle royale de 1773. Et d'autre part, pour la première fois aussi, vous avez sur ce même site la traduction française exacte, précise, du journal de Wallis à Tahiti. Donc maintenant, on a Pacific Encounters et la boîte Tahiti. On a le journal de Wallis en anglais, tel qu'il est en original, et sa traduction française. Et là, évidemment, il est temps que l'on s'intéresse beaucoup à la première partie de ce journal, c'est-à-dire les violences. Parce qu'avant qu'il y ait des rapports pacifiques, et Wallis va s'en réjouir, et quand son journal paraîtra, quand son récit paraîtra après celui de Bougainville, tout le monde ne va lire que la deuxième moitié de Wallis, en disant « Ah ben oui, ben voilà, il était à Tahiti, et là aussi, il a été bien reçu, puisque toute l'Europe avait lu en 1771 Bougainville. » Donc on avait une certaine idée comment Bougainville a été reçu par les Tahitiens. Le journal de Wallis, on passe à toute vitesse sur la première moitié où il parle des canonnades et des pluies de pierre, et on ne retient que la deuxième moitié où il dit rapport pacifique, cadeaux, les femmes, etc. Et on dit, ah ben voilà, c'est la même chose. Donc d'une part, il est vraiment temps qu'on s'intéresse à cette première moitié, qu'on suive pas à pas les déclenchements avec Wallis. Qu'est-ce qui se passe? Or, il se passe le schéma que Annie Baer décrit, même si elle n'analyse pas pour les rencontres espagnoles, et que Diego vient de mentionner. Les insulaires arrivent au contact
Parfois, ils montent à bord eux-mêmes, parfois on les invite à monter à bord, mais ce que les Européens, à chaque fois, n'avaient pas prévu, du moins à ses débuts, c'est qu'ils vont tout de suite essayer de toucher tout et de prendre tout. Et souvent de sauter par-dessus bord immédiatement et de nager avec ce qu'ils ont pu prendre. Verroterie, ferraille, morceaux d'habits, armes, etc. Et c'est là, évidemment, où les Européens ont à chaque fois peur, répliquent, donnent un coup de sabre pendant qu'ils sont encore à bord, tirent dessus, etc. Les autres reviennent avec des pierres, je parle d'un Wallis, et Wallis, du coup, fait donner les canons. Mais ça, c'est un enchaînement, d'abord, qui est trop peu connu pour l'histoire des premiers contacts à Tahiti, parce qu'on est obscurci par le récit de Bougainville. Or, il faut être aujourd'hui intimement persuadé que si l'accueil qu'a connu Bougainville à Tahiti a été pacifique, c'est parce qu'il y a eu avant les canonnades de Wallis. Sauf que Bougainville ne l'a pas compris, ne l'a pas su. Pendant tout son séjour et quand il prend ses notes à Tahiti, il est persuadé qu'il est le premier à visiter cette île. C'est seulement sur le chemin du retour que, commençant à parler avec des gestes et à peine quelques mots avec Aotoru à bord, qu'il commence à comprendre « Ah, il y a des Anglais qui étaient là avant moi ». Il ne va pas changer son journal pour autant. D'abord, il tient à continuer à donner cette image qu'il est le découvreur, du moins pour la France. Et surtout, il ne va pas du tout se rendre compte que cette première visite des Anglais a peut-être eu une énorme influence sur les stratégies que les Tahitiens ont déployées vis-à-vis de lui quand il est arrivé, alors que lui a tout interprété comme étant une réaction totalement spontanée et que donc tout ce que les Tahitiens ont fait pour lui, que ce soit un cadeau de nourriture aux jeunes femmes, c'est spontané, c'est leur tradition. Ne disais pas le mot tradition, à ce moment-là, c'est leur coutume, etc. Peu importe. Donc, ce même décalage, bon, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis intéressé aussi au premier contact à Samoa, parce que là, du coup, la violence ne pouvait pas être ignorée. Wallis, on l'a presque ignoré parce que Bougainville a été publié d'abord. Tout le monde avait cette impression. Ça a été traduit en français, en anglais, en allemand et dans d'autres langues. Et puis Wallis, la première moitié est d'accord violence, mais la deuxième moitié, c'est dans le même ton que Bougainville. Donc tout le monde dit c'est pareil. Le récit de la Pérouse, il se trouve que c'est le premier à mettre pied à terre à Samoa. C'est le premier Européen à mettre pied à terre. Il y a eu des rencontres en mer. Les Hollandais dont Diego nous a parlé, mais ils se sont juste vus à distance. Les Français, Bougainville après Tahiti, mais là aussi uniquement quelques échanges en mer. C'est décrit aussi tout ce qu'on peut avoir comme petites notes, il y en a très peu. Je l'ai mis aussi dans ce livre Samoa First Contact. Mais après, les premiers, il se trouve, qui mettent pied à terre, c'est des Français, la Pérouse. Or là, dès le deuxième jour, il y a violence et la Pérouse est absolument catastrophée parce qu'il perd 11 hommes. Il appelle ça un massacre parce que lui dit nos gens étaient venus pacifiquement pour aller à terre au contact, prendre de l'eau, des vivres, etc. et ont subi une pluie de pierres. Et nous en avons perdu 11 et 20 autres ont pu nager, etc. Lui, la Pérouse, était resté à bord. Donc d'une part, il est totalement atterré par cette perte, d'autant qu'il perd là-dedans son meilleur officier, un naturaliste, etc. Et donc il en fait, à juste titre, tout un plat, si je puis dire, dans son journal. Et d'autre part, comme sur la Pérouse, comme nous savons tous, après sa visite dans plusieurs îles, puis Samoa, puis son escale en Australie, repart et on n'a plus jamais aucune nouvelle. Au bout de plusieurs années que tout le monde s'inquiète en France, on apprendra 30 ans plus tard seulement ce qui est arrivé, à savoir un naufrage à Vanikoro. Mais il y avait une telle attente du public d'avoir au moins les journaux que la Pérouse avait laissés en Australie quand il s'est arrêté là, après
Samoa, mais avant d'aller vers ce qui sera son dernier lieu, le naufrage, à Vanikoro, que lorsque finalement l'amirauté décide de publier ce qu'elle a, en ayant perdu espoir que la Pérouse revienne un jour pour compléter, l'attente du public a fait que tout le monde a dévoré ce récit en France et dans toute l'Europe. Et comme là, la Pérouse avait fait, si je reprends cette mauvaise expression, tout un plat sur le massacre, avec des cartes où il avait demandé à ses dessinateurs d'appeler cette baie à Samoa la baie du massacre, là, évidemment, tout le monde en a parlé. Alors, il y a eu une conséquence qui, elle, a été déjà bien analysée par certains historiens des idées européennes. Ça paraît en 1797, si je me souviens bien. Et ils disent, c'est le moment où le mythe polynésien ou tahitien installé par Bougainville est complètement cassé. C'est la première fois que l'Europe découvre que les gentils Polynésiens sont sous la plume de la Pérouse d'affreux barbares, massacreurs, etc., etc. Bon, ça c'est un point historique sur l'évolution des idées européennes. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur place, puisque là on a un récit détaillé, on est de nouveau dans le même schéma. Les Européens vont chercher de l'eau. Ils ont mal calculé le fait qu'ils arrivent dans une baie qui est très peu profonde et qu'ils sont arrivés à marée haute. Ils descendent, font le plein, l'eau a baissé, les canaux sont pris dans la vase, ne peuvent pas repartir. Alors ils s'attendaient à ce que les gentils Samoans attendent tranquillement qu'ils puissent repartir. Et évidemment que non. Ils voient des hordes, disent-ils, de guerriers armés, de pierres, de lances, etc., qui s'approchent de plus en plus, qui se mettent à entrer dans les canaux, à prendre tout ce qu'ils peuvent dans les canaux. Certains frappent sur le corps des Français pour voir ce qui se passe. Il y en a un qui donne un coup avec une massue. Ce qui nous renvoie à ces autres discussions, les questions qu'ont les insulaires sur la nature de ces Européens qui arrivent dans toutes ces occasions-là. Dieu, pas vraiment, mais humains ordinaires de l'île voisine, non plus. Donc forcément, entre les deux. Et d'ailleurs, les travaux qu'a eu Nathan Wachtel, etc., sur les premiers contacts en Amérique décrivent exactement la même chose. Les récits qu'on a, ce ne sont que des questions, toujours un entre-deux. Bon, et donc, les Français, comme à chaque fois, ont totalement peur, commencent à repousser à coups de sabre, les autres s'approchent encore plus, ils tirent, il y a quelques mousquets qui arrivent quand même à tuer quelques Samoans, et paraît-il, il y en a, je ne sais plus, je crois que la Pérouse dit à un moment donné, une vingtaine ou une trentaine qui sont tombés. Ça ne sera pas dans son récit, mais ça sera dans une lettre qui sera publiée plus tard. Et là, évidemment, les Samoans, certes, reculent, mais le jet de pierre, une pierre de cette taille-là, qui peut tuer immédiatement quand elle arrive sur la tête, qui peut être lancée avec une très grande force et de loin, c'est des armes terribles qui ne craignent pas l'eau pour la poudre mouillée et qui peuvent être rechargées immédiatement. D'où, évidemment, la défaite immédiate des Français et ce que la Pérouse appelle un massacre. Bon, ça c'est les faits et les détails, vous les avez dans ce livre. Ce qui commence à m'intéresser vraiment comme une hypothèse simplement, c'est quand on met ensemble récits des Espagnols, les premiers Wallis à Tahiti, la Pérouse à Samoa, il faudrait reparler des Anglais à Hawaï, etc. Les premiers moments, on dirait qu'on a toujours le même schéma. Les insulaires arrivent au contact et quand ce n'est pas, quand on croit que c'est un premier contact, Bougainville, ils nous ouvrent leurs bras, etc. Mais ce n'est pas un vrai premier contact puisqu'il y a eu Wallis. Mais quand c'est un premier contact, vraiment, les insulaires arrivent et prennent tout ce qu'ils peuvent de manière qui semble aux yeux des Européens violente et cherchent à repartir avec immédiatement. Tous les commentaires des Européens depuis Magellan en Micronésie jusqu'à cette fin XVIIIe siècle, ce sont des voleurs. Il faut s'en méfier.
Et un voleur, c'est agressif, donc on se défend. La violence a toujours commencé comme ça. J'ai vraiment l'impression, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de faire ce petit panel, un appel à ce qu'on réunisse systématiquement tout ce qui nous manque encore comme documentation sur les premiers jours des premiers contacts en Océanie, où là, le cas polynésien me paraît être aussi banal, si je puis dire, que ce qui s'est passé plus à l'ouest, violence immédiate, mais toujours fondée sur ce malentendu. Les insulaires viennent et prennent, les Européens meurent de peur et tirent, simplifié. Les autres répliquent avec les armes qu'ils ont, des pierres ou des arcs. Alors il restera une grosse question. Pourquoi les insulaires viennent et prennent? Alors là, je vous livre juste une hypothèse qui sera dans un livre prochain, mais quand on veut s'interroger sur des stratégies à une époque ancienne comme ça, et qu'on n'a pas évidemment la voix des insulaires, que peut-on faire? Uniquement regarder l'ethnographie un peu postérieure, quand les premiers observateurs de longue durée ont pu rester. Morrison à Tahiti, Captain Bligh après, d'autres à Hawaï, etc. Il y a de très bonnes sources rassemblées par Babazan, Valerio Valéry pour Hawaï. Le grand rituel de toutes ces cultures polynésiennes, des prémices. Chaque année, la fête de la fécondité et du renouveau. Qu'est-ce que c'était? Les premiers fruits disposés dans un grand tas avec les jeunes porcs. Les prêtres sont là, c'est bien organisé. Sur un signal donné, la populace se rue dessus pour arracher tout ce qu'ils peuvent avec violence et repartir vite dans leur terre pour planter les graines, pour partager le porc, bref, pour féconder leur terre. Il y a un rituel fondamental de toutes les cultures polynésiennes d'avant le contact qui était la prise des sources de fécondité apportées par l'au-delà, avec cette idéologie dont on est vraiment à peu près certain maintenant, tellement les cas se ressemblent. Les dieux ne donnent pas la fécondité comme ça. Ils viennent en visite régulièrement, mais il faut trouver le bon moment. Il faut prendre, vite, vite. Moi, je ne vois pas d'autre explication à cette attitude récurrente de tous les insulaires, polynésiens en tout cas, de monter à bord dès qu'ils ont l'occasion de le faire et de prendre. Ceci est lié à la discussion alors qu'il nous faut avoir sur quelle a été l'interprétation des anciens autochtones sur les premiers Européens. Pas des dieux, d'accord, mais pas des hommes ordinaires aussi. On a quand même quelques belles preuves. On a des chants qui ont été enregistrés par les premiers, enfin enregistrés, notés aux îles Cook dans les années 1840-1850, datant de l'époque de la visite de Cook, mais ce genre de paroles qui deviennent figées parce qu'ils sont entrés dans des chants rituels, où l'on dit « ce sont les Cookies qui ont voyagé sur le bateau de Tangaroa ». Ce n'étaient pas des dieux, mais ils étaient envoyés par les dieux sur les bateaux des dieux. Donc évidemment que tout ce qu'ils avaient, c'était du divin qu'il fallait prendre. Moi, je n'ai pas d'autre explication pour la violence dans les premiers contacts. Merci.